15h30 dans un instant sur BFM TV. À la une, ils disent non au projet de loi de sécurité globale porté par Gérald Darmanin. Une manifestation est en cours à Paris au départ de la place de la République. Les premiers manifestants arrivent déjà place de la Bastille. Une mobilisation qui vise en particulier l'article 24 de la loi jugée liberticide. On en parle dans un instant avec nos invités en plateau et nos journalistes sur place. Des manifestations également en région à Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Rouen. Beaucoup s'étaient déjà rassemblés samedi dernier. Ils ne veulent pas entendre parler de cette loi et de son article 24. Comment va réagir l'exécutif? Nous verrons ça dans un instant. Une mobilisation sur fond de violences policières dénoncée cette dernière semaine, notamment le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler lors de son interpellation samedi dernier dans son studio. 4 policiers sont actuellement en garde à vue. L'exécutif, la préfecture de police également appellent à l'exemplarité des forces de l'ordre. Et puis des airs de liberté retrouvés ce samedi, première phase de l'allègement du confinement avec notamment la réouverture des commerces non essentiels. Bruno Le Maire a annoncé que le plafond d'indemnisation pour les entreprises qui demeurent fermées allait être porté à 200 000 € par mois. Et depuis ce début d'après-midi, vous suivez avec nous sur BFM TV ces manifestations contre le projet de loi sécurité globale, en particulier son article 24, article très controversé puisqu'il prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers. Oui, à Paris, une marche des libertés se tient entre la place de la République et la place de la Bastille où les premiers manifestants sont en train d'arriver. Mobilisation organisée par des syndicats de journalistes, des ONG ou encore la Ligue des droits de l'homme. On prend la direction donc de cette manifestation Mathias Tesson, je pense, au milieu de ce cortège. Mathias Tesson, est-ce que vous êtes bien sur place? La population a l'air toujours très active, très présente aujourd'hui. Et donc, les premiers manifestants qui arrivent du côté de la Bastille. Une manifestation qui a l'air de se dérouler dans de bonnes conditions à Paris. Absolument, elle se déroule dans le calme, cette manifestation. Pour l'instant, vous l'avez dit, une première partie de ce cortège est déjà arrivée place de la Bastille et nous sommes toujours place de la République et tout le cortège n'a pas encore pu quitter la place de la République. Il y a environ 2 km entre République et Bastille et une foule donc immense entre les deux en ce moment qui essaye de converger vers la place de la Bastille. Mais le signe que cette manifestation est particulièrement remplie, c'est que de nombreux manifestants n'ont pour l'heure toujours pas pu quitter la place de la République et restent massés près d'elle. La manifestation se déroule dans le calme avec beaucoup de slogans et de chants chantés. Beaucoup de slogans d'ailleurs hostiles à une personnalité en particulier, Gérald Darmanin, qui semble être la cible cet après-midi de nombreuses revendications, de nombreuses hostilités. En termes de profil, c'est assez simple. Vous avez une grosse partie du cortège, une grosse moitié de ce cortège qui est composé de citoyens ordinaires, sans étiquette politique ni bannière militante. Et puis une autre partie, cette fois-ci peut-être plus politisée, avec des partis comme Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste et bon nombre d'organisations, d'associations également comme Greenpeace, l'association Attaque ou encore la Ligue des droits de l'homme. On voit aussi de temps à autre des avocats en robe qui participent également à ce défilé parisien cet après-midi qui pour l'instant se déroule dans le calme. Merci beaucoup Mathias Tesson, donc dans le cortège parisien pour BFM TV. Les avocats en robe, Avi Bitton est avec nous en plateau. Isabelle Vera-Masson, Bruno Pomar. Bruno Pomar, un petit mot par rapport à ce qui est en train d'être étudié comme piste en ce moment par l'exécutif. Emmanuel Macron qui a réagi notamment à ces images qui ont beaucoup choqué. Il a demandé hier soir au gouvernement de lui faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent. Parmi les pistes, la réforme de l'IGPN, la formation continue, la formation initiale, notamment des policiers. Sur ces questions, est-ce que, selon vous, on peut faire mieux, on peut progresser? Écoutez, je les partage, je connais un peu la maison et je connais surtout tous les policiers de base que j'ai l'occasion de rencontrer tout au long des actions que je mène avec ces garçons-là. Et je pense que la nécessité d'avoir une formation continue est nécessaire pour notre administration, pour que les policiers puissent se remettre en question tout au long de leur carrière, ça c'est essentiel. Également, je pense, sur ces questions de sécurité, et si on veut apaiser,
je pense ces relations. Je pense que la généralisation, et on en discute, je crois que c'est au mois de juillet 2021, des caméras piétons, on en parle depuis longtemps. Il y a eu quelques essais de fait avec des caméras qui venaient de je ne sais où et qui fonctionnaient à moitié. Je pense qu'on peut arriver à trouver de véritables solutions dans ces problématiques de relations police-population, parce que c'est ça l'essentiel, c'est le lien essentiel qui tient et qui évite tout ce qu'on voit ici, évidemment, aujourd'hui et qu'on a vu ces derniers jours. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là. Encore une fois, on est dans l'humain, vous savez, c'est compliqué l'humain. On est dans une société qui est de plus en plus violente, on peut pas le nier. Et qui se retrouve en frontal par rapport à cette société? Des policiers, tout simplement. Qu'on mange à toutes les sauces, ça vous a pas échappé, pour le Covid, pour les violences urbaines, pour les manifestations, pour les violences faites aux femmes, les policiers sont toujours devant. Des policiers qui sont fragilisés et on a vu notamment Dominique Rizet, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui a adressé une lettre à ces policiers, à ces forces de l'ordre, pour aller dans le sens aussi d'Emmanuel Macron, demander plus d'exemplarité au sein des forces de police. Absolument, une longue lettre à ces fonctionnaires, aux fonctionnaires de la préfecture de police, avec des accents gaulliens. Alors le préfet de police de Paris, Didier Lallement, aime l'uniforme. Il est préfet de police, ça aurait pu être un général d'armée. Il aime l'uniforme, mais il aime l'autorité. Donc, dans cette lettre, il écrit aux policiers: vous devez être un exemple de droiture, de hauteur morale, de tempérance, toute qualité que chaque policier doit s'imposer à lui-même. Vous avez reçu la fourragère rouge, et il rappelle aux policiers de l'APP que c'est le rappel qu'il y a 76 ans, vos aînés ont pris les armes en y laissant 167 vies. Et c'est pour ça que la préfecture de police est citée à l'ordre de la nation. Donc vous êtes le produit de cette histoire, soyez vous aussi un exemple. Il rappelle les difficultés dont il a connaissance, évidemment, il sait que ces policiers sont confrontés à ces difficultés. Il s'adresse surtout aux chefs. Il leur dit aux chefs, vous devez être l'exemple. Être un chef, c'est montrer l'exemple. C'est savoir dire à ceux qui sont placés sous son autorité et qui ont la tentation d'oublier ce qu'ils sont, pourquoi ils ont tort et à quel point ils se fourvoient. Policiers de la préfecture de police, j'ai confiance en vous. Et le préfet termine par: c'est magnifique, vive la préfecture de police, vive la République, vive la France. C'est un discours de président. Exactement. Mais c'est un message clair. Très clair, et effectivement. Un petit mot avant d'aller retrouver Thomas Herman, place de la Bastille, où les premiers manifestants sont en train d'arriver. Isabelle Véramasson, concernant Gérald Darmanin, parce que c'est lui qui est à l'origine de ce fameux article 24. C'est lui qui a tenu à ce qu'il figure dans cette loi. Est-ce qu'il est fragilisé aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur? On sait qu'il s'est fait recadrer par le président. Alors, il est fragilisé dans la mesure où on voit bien tout converge contre lui pour le critiquer. Mais ce sont ce sont ceux qui prennent la parole qui interviennent le plus. Et ceux-là sont connaissent l'histoire et sont très méfiants à l'égard des forces de police, à l'égard de certaines activités. Enfin bon, voilà, c'est plutôt les gens qui sont dans l'espace public sont plutôt critiques. En revanche, quand on regarde les sondages, l'opinion publique en général, les gens sont en demande de sécurité, en demande d'autorité, en demande de réponses fortes. C'est clair. Donc il y a ce qu'on appelait la majorité silencieuse, qui est en réalité celle que l'on mesure à travers les sondages, et ceux que Emmanuel Macron aime bien entendre parce qu'il sait qu'il va dépendre au moment de son élection de cet électorat-là. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard que ce soit un homme de droite qui porte ce message-là. Donc dans le en même temps, il y a: je suis obligé de tenir compte de la parole publique, de ceux qui tiennent la parole publique, des manifestants, des plus conscients d'une certaine manière de notre population, mais aussi de ceux qui, chez eux, n'en pensent pas moins et qui, au moment du vote, seront probablement majoritaires en ce qui concerne, en tous les cas, la sécurité. L'autre chose qui est importante de lire, c'est que quand même, les questions de sécurité ne sont pas restées strictement à droite. Et que à gauche, aussi, on a pris conscience que la question de la sécurité n'était pas vaine et qu'il n'y avait pas de liberté, il n'y a pas d'égalité et de fraternité, c'est-à-dire les trois grands mots de notre République, sans sécurité. Et ça, c'est quand même, ça date pas d'hier. C'est Valls qui a lancé un peu non, c'est Chevènement.
Chevènement. Donc ça ne date pas d'hier. Non, c'est vraiment Chevènement parce que, enfin, on n'imagine pas l'état de la gauche sur ces sujets-là avant Chevènement. Mais en tous les cas, Valls est reparti. Il y a d'autres, mais Valls, on dit à peine qu'il est de gauche maintenant. Mais en tous les cas, il y a une compréhension de ces questions-là. Et j'entendais les Insoumis, je crois hier après-midi. J'étais même étonné d'une certaine manière de leur modération à l'égard de la police. Pour l'extrême gauche, attendez, pour l'extrême gauche, pour les années 70, c'était, il y a une prise de conscience que même l'extrême gauche, à partir du moment où elle parle toute la journée sur les plateaux de télévision, ne peut pas tenir un discours anti-police, violemment anti-sécurité et anti... Écoutez, Mélenchon l'a fait quand même tout à l'heure. Hein. Si vous écoutez les propos de Mélenchon, il généralise la police. Une refonte de la police. Hein, une refonte de la police. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, ce monsieur? Excusez-moi. Ah non, mais c'est autre chose. On peut. La police. Il y a une chose qui est de dire la police est imparfaite. La preuve, hein, c'est terrible à dire, mais il y a même pas de débat là-dessus. La perfection Donc il faut la perfectionner, il faut la réformer, et de dire les policiers, c'est RSSS, etc. ou ACAB, etc. Enfin, vous savez bien, il y a quand même des divergences selon en fonction de son état de critique à l'égard de la police. On reprend la direction de ce cortège parisien donc pour cette manifestation contre le projet de loi sécurité globale. La manifestation qui est partie de la place de la République, qui doit arriver place de la Bastille. C'est là qu'on vous retrouve Thomas Herman. Vous êtes sur place et déjà les premiers manifestants donc arrivent à ce point de fin de manifestation. Dans quel climat se passe cette arrivée avant la dispersion des manifestants ? Écoutez, l'arrivée se passe plutôt bien. Signalé sur le boulevard Beaumarchais quelques pétards, ça a créé un léger mouvement de foule, mais regardez, ça arrive tout doucement et tout ça dans le calme. Place de la Bastille avec un dispositif policier assez conséquent. Regardez sur la droite, je demande ça à Maxime Devaux, ces barrières anti-émeutes qui ont été dressées en prévision de cette fin de manifestation et ce lieu de dispersion, puisqu'on le rappelle, les forces de l'ordre vont demander à l'ensemble des manifestants de se diriger vers la rue de Lyon à l'issue de la manifestation. Ça se remplit plutôt bien, cette place de la Bastille. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont rassemblées sur cette place avec les policiers qui encadrent l'ensemble des artères de cette place pour sécuriser les lieux, puisque je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul accès pour pouvoir quitter la manifestation. Qui sont ces manifestants qui se rassemblent ici? Vous avez des Parisiens, des Franciliens, mais également des syndicats de journalistes, des personnes qui travaillent dans des ONG ou encore des personnes du mouvement, des mouvements associatifs. Donc voilà, la tête de cortège devrait pas tarder à arriver. Les premiers manifestants eux, sont arrivés il y a une vingtaine de minutes sur cette place de la Bastille. Merci beaucoup Thomas Herman, place de la Bastille, donc pour BFM TV, dans le cœur de Paris. Une image aussi à vous montrer, regardez, avec l'image d'Hugo Marseille, les braves, les brigades de répression des actions violentes. On va la voir, cette image, les voici. Dominique, on va rappeler le dispositif, on rappelle aussi d'un mot ce que sont les braves. C'est des policiers qui sont chargés notamment des interpellations dans les manifestations. Absolument, oui, des policiers qui sont en général des policiers des BAC, des brigades anticriminalité, et qui ont été versés, qui sont versés occasionnellement, en tout cas, dans les effectifs de la brigade des motos de la préfecture de police de Paris. C'était une idée du précédent préfet de police, Michel Delpuech, qui a évolué avec l'arrivée du nouveau préfet de police qui lui a succédé il y a 1 an et demi, donc Monsieur Lallemand. Et ces braves, donc, ce sont des unités qui ont pour mission d'aller chercher des manifestants violents, souvent en fin de manifestation ou en bordure de la manifestation, si ils arrivent à les attraper. Donc, qui sont à moto. Alors, on les appelle les braves M pour moto. Donc il y a le conducteur et à l'arrière un policier qui se déplacent, qui peuvent se déplacer très rapidement à la demande de la salle de commandement de la préfecture de police de Paris et en fonction des violences qui peuvent avoir lieu de façon ponctuelle ici et là. Alors, il y a discussion autour des braves parce qu'effectivement, les braves, ça rappelle une unité qui avait été dissoute au moment de la mort de Malik Oussekine. On se souvient, Malik Oussekine qui avait été battu par des policiers violents dans un hall d'immeuble et il en est mort, qui avait reçu des coups. Donc à l'époque, c'était les voltigeurs, on les appelait comme ça, de la préfecture de police de Paris. C'était le même système, un conducteur, un policier derrière qui avait un grand bâton qui s'appelait le bidule. Et donc voilà, c'est notre époque. Oui, c'est vrai. C'est notre époque, donc cette unité avait été dissoute. Reviennent maintenant les braves, donc effectivement c'est exactement le même dispositif, mais avec une philosophie, je mets des guillemets partout à philosophie, mais une philosophie différente, ou en tout cas une méthode d'intervention différente. Ce qui est important, c'est effectivement, et ces unités sont très utiles,
d'aller chercher pour les extraire de la manifestation des personnes violentes qui ont profité de ces événements des Gilets jaunes qu'on a tous vécu ensemble pour, en marge des manifestations, ce sont des petits délinquants qui viennent casser des vitrines pour s'approprier des objets. Ce sont des ultra-gauches, ultra-droites, black bloc, casseurs qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, des voyous. Voilà, donc il faut aller les chercher. Et ces braves remettent ensuite les personnes qui sont interpellées à des unités qui les emmènent dans des commissariats pour être entendues, vérification d'identité, procédure judiciaire, etc. Ces interventions policières, évidemment, aujourd'hui particulièrement, elles vont être scrutées de près lors de ces manifestations, puisqu'il y a un contexte qui intervient également en fond de ces rassemblements en France. Ce sont ces dernières affaires, ces derniers cas isolés, on le rappelle, de violences policières qui ont eu lieu avec cette évacuation un peu musclée place de la République lundi à Paris. Et puis cette interpellation de Michel Zecler, ce producteur parisien dans son studio du 17e arrondissement samedi dernier. Avis Bitton, ces dernières affaires qui relèvent ces exactions policières, comment est-ce que vous, qui êtes client, qui défendez des personnes qui ont subi certaines violences policières, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous dit par exemple aussi l'avocate de Michel Zecler avec qui vous avez échangé? Écoutez, ma consoeur, maître Afida El Ali, qui défend Michel Zecler, s'estime extrêmement chanceuse dans cette affaire d'avoir cet enregistrement vidéo. Combien d'affaires il y a devant les tribunaux où des justiciables invoquent des violences policières, ils ont face à eux des policiers assermentés, dont la parole, évidemment, a un poids très lourd en justice, et ils n'ont aucune preuve. Ces vidéos, ce sont les derniers moyens du citoyen qui exerce, par exemple, son droit de manifester pacifiquement. C'est son dernier moyen de prouver qu'il n'a pas commis une infraction ou qu'il a subi des violences. Et c'est tout le paradoxe de cette loi. On est en train de parler depuis le début de la disposition qui interdit aux citoyens de filmer les policiers, mais il y a dans cette même loi une autre disposition qui autorise les policiers avec des caméras piétons à filmer les citoyens. Donc, si vous voulez, on se demande, mais pourquoi la proposition de loi n'interdit pas aux personnes de filmer, monsieur. Elle interdit de diffuser des images malveillantes. Ça change tout. C'est pas la même chose. Oui, non, mais ça change tout. Vous voyez quand même la nuance. D'un côté, on restreint la liberté de prendre des images, de les diffuser, etc. De l'autre côté, on autorise les policiers à filmer les citoyens sur la voie publique qui exercent leur droit de manifester. C'est pour assurer la sécurité de tout le monde. Parce que, si vous voulez, les policiers sont dans l'exercice d'un service public, c'est-à-dire qu'ils sont au service du public. À partir de là, il est légitime que le public, les citoyens, puissent contrôler l'exercice de ce service public. Ce sont les impôts des citoyens qui rémunèrent cette police qui doit être au service du citoyen. C'est la déclaration des droits de l'homme. Donc tout le monde fait la justice, maître. Tout le monde fait la justice. Les réseaux sociaux, le gars qui est dans la rue, le jeune. Il n'y a pas mal à filmer si personne n'a rien à se reprocher. Mais la loi n'empêche pas de filmer. Je vais vous donner on va comparer des choses comparables. Et la personne n'a filmé. Est-ce qu'un procureur de la République, est-ce qu'un procureur de la République qui fait mettre en prison quelqu'un, est-ce qu'un juge d'instruction qui fait placer quelqu'un en détention provisoire, est-ce qu'il y a une loi qui interdit de le filmer ou de publier sa photographie alors qu'il est beaucoup plus en risque que les policiers. Il incarcère des justiciables. Est-ce que, par exemple, il y a une loi qui interdit les avocats? Vous imaginez, moi je suis dans des affaires de terrorisme. Mais je suis dans des affaires de terrorisme. On défend des victimes d'attentats terroristes. Eh bien, aucune loi ne vient interdire de publier mon nom, ma photographie, etc. On va poursuivre ces échanges très intéressants dans un instant, mais on va retourner sur le terrain parce que vous voyez que ça s'anime un peu. On va retrouver Thomas Herman près de la place de la Bastille. Thomas, il y a quelques incidents? Oui, alors ce que je vous raconte, ça se passe uniquement sur le boulevard Beaumarchais, à proximité de la plage de la Bastille, juste pour situer les incidents que je vais vous évoquer en ce moment même. Vous voyez, il y a un départ de feu qui est actuellement allumé sur ce boulevard Beaumarchais côté place de la Bastille, et vous avez des individus qui se sont formés à ce niveau et qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui viennent les provoquer, les forces de l'ordre qui ont répliqué il y a quelques minutes
avec des grenades de désencerclement. Il y a une dizaine de minutes avec des gaz lacrymogènes. Ces quelques tensions que je vous raconte là, c'est vraiment localisé là où ça se passe et là où je suis actuellement, puisque sur l'ensemble de la manifestation, ça se passe quand même plutôt bien. Donc là, vous le voyez, les forces de l'ordre qui se repositionnent, bloquent l'ensemble du boulevard Beaumarchais. Il y a également quelques mouvements de foule par moment, notamment quand il y a l'usage de gaz lacrymogène ou encore de grenades de désencerclement. Vous les entendez sûrement au même moment où je parle. Voilà un petit peu la situation actuellement ici. Merci, Thomas, bien sûr, c'est eux qui font ces images, on les voit donc, de la place de la Bastille avec ces débordements qui commencent donc à la fin de ce cortège, au point final. En tout cas, Bruno Pomar, comment est-ce que la police va intervenir dans ces circonstances? C'était prévisible puisque des renforts, notamment policiers, avaient été mis en place dans le dispositif de sécurité. Bien sûr, mais écoutez, vous avez les images qui parlent d'elles-mêmes. Maître, je vous invite aussi à les regarder précisément. Encore une fois, l'agression là est en train de se faire par qui? Par des groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche ou Black Bloc, bref, des voyous tout simplement, qui s'attaquent en premier aux policiers, voilà, tout simplement. Il va y avoir sûrement une réponse de la police, qui va être une réponse répressive et qui est normale, et ensuite tous les badauds qui filment, qui vont faire la justice, puisque maître, vous dites qu'on a le droit effectivement de tout faire, vont faire la justice à la place de la justice, c'est-à-dire qu'on va balancer sur les réseaux sociaux des images de policiers qui vont répliquer avec des LBD, etc., pour dégager ces fauteurs de troubles, ces voyous tout simplement, qui sont là pour en découdre avec la police tout simplement. Vous avez connu ces situations, Bruno Pomar, vous avez connu ces situations, parce que vous vous rappelez, vous avez été OREL, vous avez été CRS, vous avez couvert des nombreuses manifestations. C'est toujours le moment délicat, le moment de la dispersion, quand on arrive en fin de manifestation comme ça. Comment on s'organise concrètement là, du côté des policiers pour faire face à ces individus? Mais toute la complexité pour les forces de l'ordre et surtout pour les compagnies de sécurité publique et les escadrons de gendarmerie qui interviennent en nombre, de pouvoir intervenir puisque vous avez des manifestants qui sont tout autour, qui ne sont pas venus mettre le bazar. Hein. Donc toute la difficulté pour les forces de l'ordre, c'est de pouvoir intercepter ces éléments-là. Voilà, les cibler, et ça c'est une véritable difficulté. Je pense que les braves vont sûrement intervenir à un moment donné, mais encore une fois c'est d'une difficulté extrême parce que vous avez les équipes de TV, des vrais ou des faux journalistes que vous avez là, qui vont être aussi pris dans la nasse, parce que quand ça va, à un moment donné, quand ça va pousser, tout le monde va prendre, comme on dit chez nous. Dans notre le problème c'est que c'est terrible. Le problème c'est que la manifestation est compacte, hein, elle arrive de la République, elle va vers la Bastille. Il y a des gens qui avancent, ceux qui sont à l'arrière ne savent pas forcément ce qu'il se passe, et donc attendent, s'arrêtent. Ce groupe compact fait que les personnes qui sont à l'avant, qui sont au contact des Black Blocs, des casseurs, ne peuvent pas s'extraire, ne peuvent pas bouger, sinon rester immobiles, se reculer à une dizaine de mètres si c'est encore possible de le faire. Donc ça gêne l'accès des forces de l'ordre, qui peuvent arriver par les rues adjacentes. Ça complique l'intervention parce qu'il risque d'y avoir des blessés parmi les manifestants légitimes qui viennent ici manifester, autorisés par le tribunal administratif, non pas par la préfecture de police mais par le tribunal administratif. Donc manifestation autorisée, et ces gens-là le savent, les casseurs le savent, ils savent que là où ils sont difficiles à aller chercher, difficiles à attraper, que la police ne prendra pas le risque d'aller les chercher et de blesser au passage des gens qui vont être sur le trajet d'une unité de police de 20 ou 30 personnes. Donc ils en profitent et ils brûlent et ils cassent jusqu'à ce qu'ils en aient marre d'être ici et qu'ils se déplacent ailleurs ou qu'ils se fondent dans la foule, ce qui leur permet de ne pas se faire attraper. On retourne justement au cœur de cette manifestation à Paris avec vous, Antoine Lard. Vous y êtes actuellement. On a vu que sur le point final de cette manifestation, place de la Bastille, quelques débordements commencent à émerger. Comment se passe la situation? Vous vous trouvez concrètement actuellement? Je sais pas ce qui brûle là, mais... Alors écoutez, moi je me trouve à 200-300 mètres environ de la place de la Bastille et c'est à cet endroit que les choses ont commencé à dégénérer. Il y a un groupe qui s'était placé en tête de cortège avant la banderole syndicale qui marquait le début officiel de ce cortège. Et puis un black bloc s'est formé, c'est-à-dire des gens habillés en noir, cagoulés, qui ont commencé à jeter des projectiles en direction des forces de l'ordre et à monter une barricade au milieu de la route, barricade qu'ils ont ensuite enflammée. Vous voyez ces hautes flammes qui sont en train de sortir de cette barricade.
barricade. On a vu ensuite un groupe d'individus porter une carbone de chantier, là encore pour la renverser, la mettre au milieu de la route pour se protéger entre guillemets des forces de l'ordre. Et les tirs de projectiles ont repris de plus belle, des pavés et puis également des tirs de mortier d'artifice, vous savez, ces feux d'artifice qui sont tirés de façon tendue en direction des forces de l'ordre. Il y a ici donc plusieurs centaines d'individus qui prennent part à ces débordements, des militants ultra adeptes du Black Bloc et quelques gilets jaunes également qui se sont greffés à ce mouvement. Et puis au milieu de tout ça, il y a des manifestants pacifistes qui tentent ou de progresser en direction de la place de la Bastille ou de faire demi-tour pour ne pas être mêlés ici à ces actions de casse. La police, elle, est située dans des rues perpendiculaires au boulevard Beaumarchais sur lequel la manifestation a lieu. Pour l'instant, elle n'intervient pas. En même temps, le contexte est compliqué pour les forces de l'ordre ici parce qu'il y a énormément de monde, une foule extrêmement dense et compacte, composée essentiellement de manifestants pacifistes. Mais au milieu, il y a donc ces groupes de casseurs qui profitent donc de la foule pour se dissimuler. Merci beaucoup Antoine. Là, on reste bien sûr sur ces images, ces tensions actuellement à Paris, pas loin de la place de la Bastille. Avis Bitton, vous aviez un commentaire à faire sur ce qui se passe là? Oui, monsieur qui est policier condamne les violences de certains casseurs pendant cette manifestation et je les condamne avec lui. Mais en quoi cette loi qui interdit la diffusion des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, en quoi cette loi résoudrait ou aggraverait ce problème qui a toujours existé? Mais elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça. On est bien d'accord. Mais d'ailleurs, en ce qui concerne... on est bien d'accord, mais excusez-moi si je veux terminer... La violence contre... Pardonnez-moi, je veux juste terminer mon propos là-dessus. Ce que je veux rappeler, et moi j'assiste des gardés à vue dans des enquêtes de police à la suite de manifestations, je le fais depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, depuis des années. Qu'est-ce qu'on voit souvent ? Les policiers vont aller exploiter le téléphone portable des gardés à vue ou de certains manifestants présents sur les lieux pour recueillir des preuves contre les casseurs. Donc si vous voulez, il ne faut pas être manichéen et se dire ces enregistrements par des manifestants sur leur portable, ça va juste saboter le travail de la police ou le gêner. Ça peut l'aider à résoudre des enquêtes. Ça peut l'aider à résoudre jeter en pâture des policiers sur les réseaux sociaux, les menacer de mort, menacer leur famille, c'est pas la même chose. Mais c'est parce que vous confondez le fait de filmer et de diffuser. La caméra de surveillance permettre la résolution d'enquête. C'est la diffusion parfois sur les réseaux sociaux que vos collègues vont exploiter qui va leur permettre parfois d'identifier telle ou telle personne habillée de telle manière qui a pris telle station de métro. C'est la réalité. Moi, je pense que le fait de filmer n'a rien à voir avec la diffusion, mais vraiment pas. D'ailleurs, les exemples que vous avez donnés ne concernaient que le fait de filmer. Par exemple, ce sont des caméras de surveillance qui nous ont permis de montrer qu'il n'y a pas il n'y avait pas des gens qui auraient fait quelque chose. Les images étaient là et on s'en est servi pour innocenter, puisque en fait, je trouve que l'histoire la pire, c'est le fait que les policiers soient allés accuser quelqu'un sur lequel ils venaient taper. Enfin bon. Alors, donc pour les libérer, la diffusion des images de Michel Zecler, qui très clairement peuvent nuire aux 4 policiers qui l'ont tabassé. Non. Vous êtes contre la diffusion de ces images. Je ne suis pas mobilisation de l'opinion publique. Non, mais je pense que la diffusion n'a pas eu lieu. Si elle a eu lieu, mais elle n'aurait servi à rien. Il y a aussi des images à l'extérieur, des images extérieures filmées par un voisin. Là, on est dans le cadre effectivement de l'article. On voit bien que personne n'empêche personne de filmer. En plus, cette loi, elle sert à rien. Elles ont été diffusées pour prendre. Mais la diffusion n'aurait rien changé parce qu'il suffisait pour les avocats ou pour la police ou d'aller chercher ces images qui existaient. Ils le savent depuis le début pour intervenir dans une procédure judiciaire. Donc je suis pas sûre que même si je suis tout à fait d'accord pour la diffusion. Moi, j'ai trouvé que l'histoire de Samuel Paty avait condamné d'une certaine manière la diffusion libertaire, la diffusion sauvage des films. Moi, je trouve que c'est terrible que quelqu'un, alors là, en l'occurrence, c'est une bonne cause, mais il y a des gens qui ont des mauvaises causes. Et que ces gens qui ont des mauvaises causes puissent diffuser, puissent jeter en pâture l'intégrité, la vie des gens. Je comprends que les politiques aient envie d'échanger. Alors, je suis d'accord que pour l'instant, on attaque juste les journalistes et en plus c'est absurde. On voit bien. Regardez, à chaque fois qu'on regarde une image, on a l'impression qu'il y a autant de photographes, de caméramans que de manifestants. Donc c'est une mauvaise loi, mais c'est un vrai problème. Juste avant de vous libérer, Isabelle Vermasson, par rapport aux images, on revient là sur ces images qui sont importantes. Est-ce que là, c'est le pire scénario pour l'exécutif, ce qui est en train de se passer ? Non.
Pas du tout, parce que là, l'exécutif n'est pas... on retourne dans un scénario que l'exécutif connaît très bien et dont il, hélas, parce que c'est quand même un peu bizarre, bénéficie. C'est-à-dire que n'importe qui est en train d'attaquer pour des raisons qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, on voit bien, toutes les mauvaises humeurs sont là. Il y a des vraies revendications, il y a des vraies dénonciations. Et puis, il y a les Femen qui, on ne sait pas très bien pourquoi, en disant « ne filmez pas mes seins, filmez ma matraque ». Enfin, quel rapport? On voit qu'il y a là des black blocs qui ne sont là que pour se faire du flic. Donc non, au contraire, le gouvernement va montrer qu'il y a toujours des exactions, il y a toujours de la violence, qu'elle est éternelle et que heureusement que la police est là pour garder de l'ordre dans la nation. Donc je ne crois pas que ce soit un pire scénario. Au contraire, ça se serait fait d'une manière beaucoup plus réglée, beaucoup plus encadrée, avec des vraies dénonciations et des vraies accusations. Ça aurait été beaucoup plus positif. Merci beaucoup Isabelle Vera-Masson. Merci aussi à Avi Bitton d'avoir été avec nous sur ce plateau. Il est bientôt 15h58. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous suivez avec nous cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi sécurité globale et notamment son article 24. Après une semaine marquée par des violences commises par certains policiers, de nombreux rassemblements et défilés ont lieu aujourd'hui à Paris. La manifestation a finalement été autorisée. La partie de la place de la République en début d'après-midi pour arriver tout près de la place de la Bastille. Et depuis quelques minutes maintenant, vous le voyez, il y a des tensions donc à l'issue de cette manifestation. On va tout de suite y aller, Fanny. Oui, place de la Bastille. Thomas Herman, vous êtes aux alentours de ce point de regroupement final de la manifestation. On l'a vu avec vous, il y a à peine quelques instants, des actes ont dégénéré avec cette constitution d'un black bloc. On voit ce départ de feu également. Comment la situation est-elle gérée sur place actuellement ? Mais écoutez, on ne voit pas de force de l'ordre, en tout cas sur place dans le périmètre où je me situe. On est à l'angle de la rue Pasteur Wagner et le boulevard Beaumarchais. Vous le voyez, il y a un feu qui a été allumé il y a plusieurs minutes. Il y a également des manifestants assez virulents qui s'en sont pris à des forces de l'ordre, notamment avec des jets de projectiles. Et là, on a vu des personnes avec des brouettes prendre du matériel un peu à droite à gauche, du mobilier urbain, pour s'en servir comme projectile par la suite. Là, vous le voyez, ça se recule un petit peu puisque les fumées sont un petit peu imposantes. Juste en face, vous avez la tête de cortège, vraiment l'organisation, ceux qui sont à l'initiative de ce rassemblement. Là, pour le moment, j'ai envie de vous dire, ça se passe plutôt bien, même si les personnes cherchent où se situer un petit peu sur ce boulevard Beaumarchais, mais on ne voit pas de force de l'ordre là où nous sommes actuellement. Il faut bien rappeler, Thomas, que tout s'était bien passé durant l'après-midi. Forte mobilisation, d'après en tout cas les images que nous avons. Et eh bien, ça a un petit peu dégénéré en quelques secondes, quelques minutes. Oui, c'est ça, parce que ce que je vous raconte, ça se passe vraiment là où je me situe, vraiment à l'angle du boulevard Pasteur Wagner et du boulevard Beaumarchais. Pour le reste, tout se passe vraiment dans le calme, à la fois sur les dispersions place de la Bastille, mais également depuis le départ de cette manifestation place de la République. Ça fait vraiment depuis une vingtaine de minutes, je dirais, où il y a vraiment dans cet endroit très précis, très localisé de ce boulevard où ça a quelque peu dégénéré, notamment les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Désormais, ces forces de l'ordre se sont mis en retrait là où nous situons. Mais si on va un petit peu plus loin, place de la Bastille, et ben là, les manifestants attendent dans le calme car c'est le lieu de fin de manifestation. Et pour les manifestants qui souhaitent quitter la place de la Bastille, ils peuvent emprunter la rue de Lyon. Merci Thomas Herman avec Maxime Deveau pour ces images donc en direct de cette arrivée de cortège à la place de la Bastille à Paris. Avec nous en plateau cet après-midi, Dominique Rizet va nous rejoindre dans un instant. Jérémy Brossard est revenu. Bonjour, rédacteur en chef adjoint du service politique BFM TV. Daniel Simonet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Vous étiez à la manifestation parisienne, on en parlera dans un instant. Et Beaumont Pomar toujours avec nous également, ancien CRS, ancien du RAID également, sur les questions de sécurité. On voit que cette situation qui dégénère ici à Paris. Il y a quelques instants également, ça a été le cas à Lille, ça a été le cas à Rennes. Évidemment, dans ce genre de manifestation, on s'attend à ce genre de débordement. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement ici à Paris, par exemple? Écoutez, d'abord, il y a un peu plus de 2000 forces de l'ordre en place, compagnie de CRS, compagnie de gendarmes mobiles et plus les braves, des unités légères. Et là, on se rend compte aux images qu'on voit que toute la difficulté pour les forces de l'ordre
qui sont sous pression avec tout ce qui s'est passé évidemment ces derniers jours, qui ont des consignes bien précises du ministère intérieur d'être très vigilants dans leur intervention. On a le résultat malheureusement là qui est complexe pour eux à régler, c'est-à-dire essayer de dissocier ces fauteurs de troubles, ces voyous, ce que j'appelle des voyous, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou black bloc, c'est des voyous, des gens qui méritent que d'être interpellés, et puis tous ceux qui viennent manifester honorablement, je dirais, et c'est toute la difficulté pour les forces de l'ordre, encore une fois, de faire la distinction et surtout de pouvoir séparer. Ça, c'est vraiment difficile pour les policiers et les gendarmes d'arriver à faire cette équation. J'ose espérer que la dissolution se passe bien, mais c'est pas parti pour. Pour être tout à fait juste précise, sur l'île notamment, je disais qu'il y avait eu des débordements, c'est plutôt que le parcours n'a pas vraiment été respecté, il n'y a pas eu autant de... C'est un mouvement gilet jaune, je crois, sur l'île. Inorganisé, comme ça a été avec le mouvement gilet jaune qu'on a tous connu. Je vais vous faire un rappel quand même sur ces manifestations et toute l'évolution qu'il y a eu après par rapport au maintien de l'ordre. Il faut savoir que les mouvements de gilets jaunes étaient des mouvements qui étaient inorganisés, on le sait. C'était spontané, vous n'aviez pas de leader, vous n'aviez pas de service d'ordre comme il y avait dans les syndicats. J'étais avec Monsieur Mailly tout à l'heure, on en parlait, de Force ouvrière, des syndicats avec des services d'ordre qui cadraient les manifestations et qui se passaient bien puisqu'ils étaient en contact avec la police, avec les CRS et tout se passait bien. Là, on a eu affaire depuis longtemps maintenant à ce type de manifestation spontanée, inorganisée. Et malheureusement, les débordements, quand ils arrivent, les causes sont évidemment celles de la police, comme toujours, mais difficilement maîtrisables. Moi, j'ai participé, je vous assure, dans des services d'ordre avec l'UNSA, ces mouvements extrémistes que l'on voit maintenant, alors qui existent depuis quelques années. Ça n'existait pas quand j'y étais, moi, en CRS. Eh bien, je vais vous assurer que quand il y avait des mouvements, des éléments perturbateurs, on s'en occupait, les services d'ordre s'en occupaient de façon très sérieuse. Et ça se passait bien. Jérémy Brossard, on imagine qu'on suit attentivement là, ce qui se passe cet après-midi de manifestation, notamment ces quelques tensions qui viennent conclure une semaine compliquée, c'est moins qu'on puisse dire pour l'exécutif. Oui, et pour remettre dans le contexte, on rappellera que la préfecture de police avait interdit au départ la manifestation entre République et Bastille, la préfecture de police qui préférait un rassemblement, et cette décision a été cassée par la justice en référé, décision du tribunal administratif. Ça, c'est juste pour redonner le cadre, effectivement, mais qui s'inscrit, c'est vrai, dans un bras de fer, ou en tout cas dans une séquence politique terrible pour l'exécutif et notamment pour le ministre de l'Intérieur, avec ces deux affaires, l'évacuation de la République et du campement de migrants lundi soir avec des violences, et le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler, avec en toile de fond le débat politique autour de l'article 24 qui aurait peut-être pas pris autant d'importance et n'aurait peut-être pas eu autant d'écho s'il n'y avait pas eu ces deux affaires. Effectivement, on a vu un exécutif se prendre un peu les pieds dans le tapis avec un bras de fer, une passe d'armes au plus haut niveau de l'État entre le Premier ministre qui annonce une commission pour réécrire cet article, une levée de bouclier du président de l'Assemblée nationale en rappelant que c'est la mission du Parlement d'écrire la loi, et un Premier ministre qui fait marche arrière en expliquant que l'article ne sera pas réécrit par cette commission mais qu'elle fera des propositions. Bref, un broglio total qui a obligé le président de la République à intervenir hier sur les réseaux sociaux avec des mots assez forts. Il parle d'images qui nous font honte, il parle d'une agression en parlant évidemment du passage à tabac de Michel Zecler, et un président de la République qui essaye de se tenir un peu au-dessus de la mêlée et expliquer qu'il y aura des suites avec notamment des propositions que doit faire désormais le gouvernement au président de la République concernant notamment la réforme de l'IGPN, la police des polices, et notamment aussi la lutte contre le racisme et les discriminations au sein de la police. Voilà pour le cadre politique dans lequel on se trouve, avec une pression aussi en ce moment même sur le ministre de l'Intérieur. Si les débordements devaient durer, s'amplifier, évidemment, cela mettrait un peu plus encore la pression sur un ministre de l'Intérieur qui est déjà clairement affaibli par cette semaine politiquement très compliquée à gérer pour lui. Daniel Simonet, vous étiez présente à cette manifestation à Paris depuis la place de la République en direction de la Bastille. On rappelle le fond, c'est la contestation contre ce projet de loi sécurité globale. Vous y êtes donc rendu pour contester cette proposition de loi. Quel est votre sentiment, justement? Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces circonstances fragilisent l'exécutif? Bien sûr, on est là sur un bras de fer qui est déterminant, puisque le gouvernement a décidé d'accélérer son tournant autoritaire. Il faut voir toutes les étapes. La politique de Macron, avec
le dernier confinement, a décidé d'adosser sa politique, non pas à la politique d'un gouvernement qui a des comptes à rendre, mais au Conseil de défense. Premier virage autoritaire problématique. Ensuite, il piétine le Parlement. Et à travers la loi sécurité globale, eh bien, c'est vraiment les libertés qui sont attaquées, puisque c'est à la fois la liberté des journalistes d'informer, mais c'est aussi la liberté des citoyens. Vous savez, en France, dans notre République, pour nous, la sécurité est étroitement liée à la question de la sûreté. C'est-à-dire le droit de tous les citoyens et les citoyennes d'avoir un contrôle démocratique, d'exercer leur souveraineté vis-à-vis de la police. Nous sommes attachés à une police qui soit républicaine, mais pour cela, eh bien, elle doit être irréprochable. Or, on avait déjà eu au printemps dernier tout le débat sur les violences policières qui avait bien éclaté grâce à des vidéos. Nous avions eu toutes ces révélations sur le problème du racisme systémique dans la police, au point que le défenseur des droits utilisait ces termes-là. Et cette loi sécurité globale, c'est vraiment une façon pour monsieur Darmanin de dire finalement, pas d'image, pas de violence policière, on nie tout cela. Non, cette semaine nous a montré à quel point il y a une nécessité de faire une refondation profonde de la police pour que justement elle redevienne républicaine. Et donc maintenant, ça suffit, et là c'est le peuple qui prend la rue pour dire nous sommes attachés à la République, liberté, égalité, fraternité. Nous ne voulons pas de cette loi sécurité globale. Donc cette mobilisation, elle est essentielle, elle est déterminante. Donc il faut absolument le retrait pur et simple de la loi sécurité globale. Et malheureusement, il y a à nouveau ces incidents. On va retrouver tout de suite Antoine Eulard sur place, près de la place de la Bastille. Antoine, racontez-nous ce qui est en train de se passer. Ça fait à peu près une demi-heure maintenant qu'il y a ces tensions. Oui, exactement, qui ont commencé ces tensions à 200-300 mètres environ de la place de la Bastille, qui était le point d'arrivée de la manifestation. En quelques minutes, en fait, la situation a dégénéré. Un groupe de casseurs s'est constitué en black bloc et a commencé donc à commettre des dégradations. On a vu d'abord des toilettes de chantier qui ont été renversées, puis incendiées. Vous voyez d'ailleurs encore les flammes et cette épaisse fumée noire qui s'élève dans le ciel. Et puis ensuite, c'est une cabane de chantier qui a été transportée, mise à terre pour en faire une sorte de barricade. Et à intervalles réguliers, eh bien, il y a des tirs de projectiles en direction des forces de l'ordre. Alors qu'on ne voit pas ici, les forces de l'ordre en fait sont positionnées dans une rue perpendiculaire au boulevard Beaumarchais, c'est-à-dire le boulevard sur lequel la manifestation a lieu. Elle est assez en retrait finalement. La police ici, elle intervient de façon ponctuelle en lançant soit des gaz lacrymogènes, soit des grenades de désencerclement pour essayer de faire reculer les casseurs, mais ça ne fonctionne pas vraiment. D'abord parce que ces casseurs sont déterminés, et puis aussi surtout parce qu'il y a énormément de monde ici, beaucoup de manifestants pacifistes qui regardent un petit peu désabusés ce qui est en train de se passer, et les casseurs en profitent pour se camoufler au milieu de cette foule avant de ressortir, de passer à l'action et de revenir ensuite se cacher parmi les manifestants pacifistes. Il y a également des tirs de mortiers d'artifice, c'est-à-dire des feux d'artifice qui sont tirés de façon tendue en direction des forces de l'ordre ou à l'instant en direction d'un immeuble. Alors il s'est éteint heureusement. On avait cru à un début d'incendie sur l'immeuble et finalement le projectile s'est éteint. Situation un peu confuse donc parce qu'il y a beaucoup de monde, comme je vous le disais, certains manifestants qui tentent de rebrousser chemin pour ne pas être mêlés aux violences, d'autres qui voudraient bien continuer en direction de la place de la Bastille pour finir la manifestation, mais ça non plus ça n'est pas vraiment possible parce qu'il y a énormément de monde sur le parcours et également sur la place de la Bastille. La manifestation était un succès jusqu'à présent, beaucoup de monde et qui manifestait dans le calme. On a même vu, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, des gens venir manifester en famille avec leurs enfants. Et bien là évidemment la situation a fini par dégénérer, même si au moment où je vous parle c'est assez calme finalement, il n'y a plus vraiment de jet de projectiles, seulement ce feu de barricades qui continue de brûler. Antoine Eulard en direct donc de Paris, pas loin de l'arrivée, place de la Bastille, avec Quentin Trigaudet, avec ces images qu'il faut tout de même nuancer. C'est le seul point, on peut dire, chaud à Paris aujourd'hui. C'est le seul débordement que l'on observe dans cette manifestation. Vous me confirmez, Bruno Pomar? Oui, mais il faut pas. Vous savez, c'est juste le départ comme ça et ça peut vite déborder. Encore une fois, les forces de l'ordre restent en recul. On voit bien, ils viennent pas à l'offensive parce qu'ils sentent bien que ça va pas le faire. Mais ce qui est dommageable là-dedans, et on n'entend pas les sommations s'il y a des sommations de fait de la part de la police, mais
effectivement tous les badauds, entre guillemets, tous ceux qui viennent manifester autour, devraient avoir la présence d'esprit de dégager le secteur. C'est tout simplement ça. C'est tout le problème des dérapages qu'on peut voir après, quand il y a un moment, la dissolution qui est donnée, l'ordre qui est donné par le préfet d'arrêter. À un moment donné, il faut que ça s'arrête tout ça. Eh bien, c'est là où commencent malheureusement les risques de dérapage d'un côté comme de l'autre. Hein, attention. Mais encore une fois là, excusez-moi, hein, vous allez me dire parce que je suis policier, je dis ça, mais on agresse la police tout simplement. Quoi, hein. C'est gratuit. C'est gratuit parce que les policiers sont venus là pour encadrer et ils sont pas venus là pour se battre contre des black blocs et n'importe quel groupe d'extrémistes. Donc je trouve ça pathétique. Ouais, c'est terrible. C'est terrible pour la France. Même si pour l'instant, alors effectivement, elles sont regrettables ces images, mais ça reste quand même dans quelques tensions, légères tensions, heureusement, près de la place de la Bastille. Alors on le rappelle, le cortège il était parti à 14h de la place de la République. On va retrouver sur place Mathias Tesson parce qu'il y a encore certains manifestants qui quittent cette place pour rejoindre la place de la Bastille. Alors c'est même pas certains manifestants, c'est encore plusieurs centaines de manifestants, même peut-être plusieurs milliers qui n'ont pas encore réussi à quitter la place de la République. Ça fait maintenant peut-être un peu plus d'1h30 que cette manifestation a débuté, qu'elle a commencé à converger vers la place de la Bastille. Et vous le découvrez sur ces images de François Luce, eh bien il y a encore beaucoup de monde, beaucoup de manifestants qui commencent à peine à s'élancer de la place de la République. C'est vous dire à quel point il y a du monde cet après-midi dans les rues de Paris. Alors on va pas s'aventurer à faire de comptage pour l'instant, mais on peut assez facilement dire qu'il y a au moins plusieurs milliers de manifestants, peut-être plusieurs dizaines de milliers. On verra peut-être à l'issue de cette journée si la préfecture de police donne un comptage. Et parmi ces manifestants, eh bien, il y a vraiment toutes sortes de profils. Il y a des citoyens ordinaires sans étiquette politique ni bannière militante, des jeunes, des cadres, des retraités aussi qui sont mobilisés cet après-midi pour dire non à ce projet de loi sécurité globale. Et puis il y a évidemment beaucoup d'autres corps, des organisations, des associations, des partis politiques, bref, énormément de monde et énormément de profils différents de manifestants. Et place de la République, eh bien, le calme est toujours bien présent. Le défilé continue de s'élancer dans le calme. Ça contraste un petit peu avec les événements de Bastille en ce moment. Et voilà, et ce cortège qui continue donc de progresser depuis la place de la République. Ça fait 1h30 qu'on est là et on n'en voit toujours pas la fin. Merci Mathias Tesson avec François Luce donc depuis la place de la République d'où est partie donc cette manifestation il y a ça maintenant plus de 2 heures et d'où les derniers manifestants se dirigent en direction de la place de la Bastille. On voit donc cette situation relativement calme, il faut quand même le dire, sur cette manifestation parisienne, à part ce point très concret aux alentours du boulevard Beaumarchais avant la place de la Bastille. Pour rappeler, Dominique Rizet, il y avait un dispositif de sécurité qui a été mis en place pour encadrer cette manifestation. Il a été renforcé notamment par ces unités qui sont présentes. Oui, renforcé par ces unités présentes parce qu'au départ, cette manifestation était refusée ou interdite par le préfet de police de Paris, qui a dû plier puisque le tribunal administratif a dit oui, cette manifestation aura lieu. Donc 22 unités de force mobile, 8 braves, les brigades de répression des actes violents, 4 à pied, 4 à moto, 4 engins lanceurs d'eau, des dispositifs de transport pour les personnes interpellées parce que le service du renseignement, de la DRPP, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, avait évoqué la présence possible donc de black blocs, de casseurs. Donc des dispositifs ont été mis en place pour, en cas d'interpellation, emmener ces personnes-là dans des services de police judiciaire. Voilà. On va quand même rappeler que on a ici un incendie, c'est à l'angle du boulevard Beaumarchais et de la rue du Pas de la Mule. Les policiers sont en retrait. C'est juste un incendie d'une baraque de chantier. Quelques black blocs qui ont lancé des pierres, mais c'est vraiment à la marge et on ne peut pas encore parler de violence. Il faut rester extrêmement, les mots sont les mots, extrêmement prudent. La manifestation se déroule dans le calme. Elle est arrivée depuis longtemps à la Bastille. Je ne sais pas, ça va faire 1,5 km, 2 km, la distance entre République et Bastille. Regardez, c'est ça la manifestation. Ce sont ces gens qui marchent, qui ont des choses à dire et qui sont venus manifester contre cette loi. Voilà. Il y a du monde, effectivement. Oui, il y a beaucoup de monde. Mobilisation qui est suivie. Daniel Simonet, vous y étiez tout à l'heure. Vous nous disiez, comme un petit peu plus tôt Jean-Luc Mélenchon, qu'il fallait une refonte de la police. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que tout n'est pas acheté non plus dans la police. Moi, nous sommes très attachés à la France et insoumise. les policiers eux-mêmes, il y a quand même beaucoup de policiers qui font bien leur travail. Il y a beaucoup de policiers d'ailleurs qui sont extrêmement
extrêmement choqué, scandalisé quand il voit par exemple les images de la terrible agression sur Michel, ce responsable d'un studio d'enregistrement, parce qu'ils ne se sont pas engagés dans la police républicaine pour cela. Donc une refonte de la police républicaine, ça passe par quoi? Déjà, il faut arrêter la politique du chiffre qui a été instaurée par Nicolas Sarkozy et qui fait qu'un commissariat est mieux noté s'il est capable de montrer qu'il a eu tant de personnes en situation administrative irrégulière contrôlées ou tant de personnes qui ont fumé de l'herbe, alors que s'il met son énergie bien dans les enquêtes et dans la résolution de problématiques plus graves, bien il est moins bien noté. C'est une aberration qui a poussé au contrôle aux faciès et qui pousse à énormément de débordements. Ça veut dire aussi qu'il faut former. Le dernier grand plan de formation dans la police républicaine, c'était en 1981. Il faut faire un grand plan de formation. Il faut lutter contre le racisme dans la police et être, alors à ce moment-là, être vraiment clair. Or là, on voit bien le problème du débordement et des images qu'il y a eu devant ce studio où il y a je ne sais combien de policiers qui sont là, et vous avez le policier qui est en civil qui tape sur ce monsieur Michel alors qu'il est à terre et qu'il ne représente pas un danger. Donc là, on voit bien l'abus d'utilisation de la force, et il n'y a pas un seul agent fonctionnaire de la police pour réagir à cela. Donc le problème du racisme systémique, maintenant, il va falloir s'y attaquer réellement. Et il y a des méthodes aussi contre cela. Par exemple, vous instaurez le récépissé daté, signé, co-signé contre le contrôle aux faciès. C'est une arme nécessaire. Mais ça veut dire aussi qu'il faut arrêter d'utiliser la police, comme l'a fait ce gouvernement, à chaque fois qu'il est en situation de conflit politique avec le peuple, dans une stratégie d'escalade de la violence dans les opérations de maintien de l'ordre de manifestation, arrêter cette logique-là. Donc voilà un peu ces éléments-là qui peuvent permettre de refonder la police républicaine. Or là, à travers la loi Darmanin, on a une énième loi de plus, mais il faut compter le nombre de lois sécuritaires qu'il y a pu y avoir sur ces 20 dernières années. Maintenant, ça suffit. Par contre, vous refondez la police républicaine et vous lui donnez aussi les moyens. C'est-à-dire qu'il faut les rémunérer. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient du matériel qui soit pas obsolète, parce qu'il y a aussi énormément de souffrance dans la police. Je veux dire, la première violence que subissent les policiers, c'est une souffrance avec beaucoup de tentatives de suicide. Bon, donc cette refondation de la police républicaine est essentielle, et en aucun cas la solution ne serait d'aller, comme le propose la loi, dans une surenchère technologique à travers les drones, à travers le contrôle facial et à travers le développement des polices municipales et de la sécurité privée. Il faut au contraire bien dire la police, c'est une fonction régalienne de l'État. Bruno Pomar, quel est le bon équilibre à trouver justement entre l'équipement, encourager les policiers à agir dans de meilleures conditions financières notamment, et puis aussi de l'autre côté, comment est-ce qu'on harmonise un peu tout ça? Il faut bien refonder la police, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais Madame Simonet, je partage avec elle. Alors ce que je comprends pas, c'est que vous êtes contre cette loi de police sécurité globale, alors que dans cette loi, il y a plein de choses super intéressantes. Exemple, mais si madame, vous pouvez aussi sourire, mais il y a plein de choses intéressantes. Le travail de coordination entre, et ça c'est important, c'est du travail de terrain, entre les polices municipales, les polices nationales, les équipements. C'est prévu dans cette loi. Il y a tout un tas de propositions. Les caméras piétons, pour moi, sont essentielles pour la désescalade. Lorsqu'on va au contact d'une interpellation ou quoi, pour l'un comme pour l'autre. Ça, c'est des choses intéressantes. Donc, je comprends pas votre positionnement. Vous dites des choses très intéressantes, et puis de l'autre côté, vous dites, on ne veut pas de cette loi encore une loi. Il y a plein de choses intéressantes, je peux vous assurer, dans cette loi globale, très sincèrement. Et concernant les sociétés de sécurité privées, n'y voyez pas quelque chose de tordu ou de milice ou quoi que ce soit, Madame Simonet. Vous le savez bien. Moi, je le vois de façon très pragmatique, très technique. Quand vous avez, et vous êtes élu de Paris, vous le savez, dans le 9e arrondissement, me semble-t-il, il y a 2 mois, je me suis baladé devant une synagogue. Ça aurait pu être une mosquée, pas la question. C'était un monument religieux. Fermé, avec un policier d'une compagnie d'intervention, avec un G35 en train de surveiller une mosquée fermée. Excusez-moi, ça revient, c'est des tâches indues qui reviennent à des sociétés privées. Et ça permettra de remettre des gens sur le terrain, de rassurer les gens, de faire un peu plus de police de proximité peut-être, parce que si on a des effectifs, on va pouvoir en mettre plus sur le terrain. Voilà, il y a tout un tas de choses intéressantes. Tout n'est peut-être pas parfait, mais il y a quand même des choses intéressantes. C'est pour ça que votre discours, je le trouve partagé. Il y a en fait une logique globale dans la loi sécurité globale que nous récusons. Et je vais vous dire, vous allez avoir en 2024 les Jeux Olympiques. Hélas.
Peut-être qu'on arrivera à les annuler d'ici là. Moi, je suis totalement opposée à cette gadget et on voit bien dans la période de crise sanitaire que voilà, c'est irresponsable, c'est de la folie. Mais on sait que ça va être aussi un laboratoire d'un point de vue de la sécurité. D'abord, c'est le pan financier qui va exploser tout le budget des JO qui est déjà en train d'être dépensé. Et il y a derrière un business énorme du développement des sociétés de sécurité privées. Les emplois ? Et il n'est pas acceptable que l'espace public devienne sous le contrôle de sécurité d'entreprises privées. Et c'est un véritable problème républicain. On va retourner sur le terrain pour retrouver Perrine Vasque. Vous êtes dans le cortège, Perrine. Vous étiez tout à l'heure avec des politiques et ça se passe bien dans le calme là où vous vous trouvez, avec même quelques chansons et un peu de musique. Oui, absolument. Nous étions vraiment en fin de cortège. Alors les politiques, on ne les voit plus depuis quelques minutes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a vu beaucoup, des chefs de parti, des responsables politiques de gauche, essentiellement. Alors le premier à avoir donné rendez-vous à la presse, c'est Jean-Luc Mélenchon, dès midi. Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis, qui nous a dit en début de son, eh bien, écoutez, pour une fois, nous ne sommes plus minoritaires. Nous, les violences policières, ça fait des années que on les condamne et personne ne répondait à nos appels. Et aujourd'hui, des députés de la majorité parlent également des violences policières. Jean-Luc Mélenchon qui a eu des mots très forts, notamment sur le président Emmanuel Macron, celui qui montre l'exemple de la loi du plus fort, c'est le président. Et il a également beaucoup tapé sur le préfet l'allemand. Le vrai risque, dit-il, de ce désordre vient des policiers et du préfet. Alors Jean-Luc Mélenchon qui demande la démission du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. On a posé la question un peu plus tard dans le cortège à Audrey Pulvar, l'élue socialiste parisienne très proche d'Anne Hidalgo, on le sait. Et elle nous a expliqué, eh bien oui, que Didier Lallemand devra effectivement rendre des comptes. Autre personnalité politique mais retraité qui est venu en quelque sorte en simple citoyen, c'est Benoît Hamon. Et lui aussi, il a eu des mots très forts, mais envers le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Dominique Le Picard. Il me semble qu'on franchit un cap avec cette loi-là et que, bien sûr, il faut demander, c'est le minimum, la démission du préfet de police l'allemand après les faits de violence contre Michel Zecker à Paris. Mais derrière tout ça, on est en 5e République et c'est le président de la République qui organise lui-même ce désordre pour faire mine de le combattre ensuite par quelques tweets. Mais ça ne suffit pas de faire quelques tweets émus pour dire qu'il est inadmissible qu'on frappe un homme par des forces de police comme ça a été le cas pour Michel Zecker. Donc ça n'est pas suffisant. Alors en début de manifestation, on a également vu le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, avec notamment Monsieur Jadot du côté des écolos, très proches. Les deux hommes qui se sont souris, qui ont fait des photos ensemble en disant si on veut changer les choses, il faut être unis en 2022. Alors très globalement, ce que tous ces responsables politiques de gauche demandent, c'est le retrait de cette loi, le retrait de l'article 24. En tout cas, pour vous dire que là où nous sommes restés, nous, place de la République, eh bien tout a été très calme jusqu'à maintenant et le cortège finit de s'élancer. Preuve, comme vous le disiez Mathias Tesson, que ce cortège il est très long et ça chante, ça danse et pour l'instant aucun incident ici. Merci Perrine Vasque de suivre pour nous cette manifestation donc depuis la place de la République jusqu'à la Bastille où pour l'instant tout se passe bien également du côté de la place de la République. Les derniers manifestants vont vers l'arrivée. Les politiques qui se sont donc mêlés à la population aujourd'hui pour dénoncer ce projet de loi sécurité globale. Antoine Delard, vous aussi vous êtes dans le cortège parisien, vous plutôt proche de l'arrivée près du boulevard Beaumarchais où on a observé il y a quelques instants maintenant un début de débordement. Où en est la situation actuellement? C'est toujours très circonscrit à l'endroit où vous vous situez actuellement. Oui, exactement. Et les choses d'ailleurs se sont calmées. Finalement, les débordements ont duré pendant une bonne demi-heure. Ça a commencé avec un groupe d'ultras, des casseurs habillés de noir qui ont formé un black bloc. Et puis ils ont renversé une cabane de chantier qu'ils ont incendiée. Des toilettes de chantier également ont été incendiées et des projectiles jetés en direction des forces de l'ordre qui se tiennent à distance dans une rue perpendiculaire au boulevard Beaumarchais où le cortège défile. Les forces de l'ordre qui sont restées à distance pendant tous ces débordements, ils ont simplement lancé des grenades lacrymogènes et des grenades de désencerclement, mais ils ne sont pas allés au contact des manifestants. Il faut dire que c'était un peu compliqué parce que la foule est dense, compacte. Ici, il y a énormément de manifestants, beaucoup de manifestants pacifistes évidemment qui regardaient un petit peu désabusés ce qui était en train de se passer. Et alors que je vous parle, un nouveau incendie a été allumé ici sur le trottoir. Je ne sais pas exactement ce qui brûle, mais vous le voyez, les flammes sont assez hautes et la fumée noire très épaisse qui s'élève dans le ciel. Pour l'instant, le cortège a néanmoins repris sa marche pendant une bonne
bloqué à cause de ces débordements. Les manifestants donc, qui continuent leur marche en direction de la place de la Bastille sans prêter trop attention finalement à ces casseurs qui évidemment ne reflètent pas l'état d'esprit de cette manifestation qui s'était très bien déroulée jusque-là dans le calme avec des gens venus de tous les horizons, de tous les âges, de tous les bords politiques aussi probablement. En tout cas, beaucoup de citoyens sans étiquette, beaucoup d'associations de journalistes également venus critiquer l'article 24 qui rend compliqué le fait de filmer des policiers lors de leur intervention. Et tous ces gens continuent donc de converger vers la place de la Bastille dans le calme, malgré donc ce feu qui a été allumé ici. C'est une voiture qui est en train de brûler, voilà, 2 voitures même précisément qui brûlent ici sur le boulevard Beaumarchais. Les casseurs donc qui continuent de commettre des dégradations sur le parcours. Mais pour le moment, cela n'empêche pas la manifestation de se poursuivre. Le cortège donc il continue de progresser tant bien que mal en direction de la place de la Bastille. Merci beaucoup Antoine Hollard, donc près de la place de la Bastille pour BFM TV. On continue à suivre bien sûr ces images. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours, Dominique, de l'IGPN, la police des polices, qui a été saisie après ces vidéos du passage à tabac de Michel Zecler, ce producteur de musique. Emmanuel Macron a demandé hier soir au gouvernement de lui faire rapidement des propositions. Parmi les chantiers, il y a la réforme de l'IGPN. On va d'abord rappeler quelle est la fonction de l'IGPN, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils ont un pouvoir de sanction, voilà. Expliquez un petit peu le fonctionnement. Avant, je voudrais vous lire un message que j'ai reçu de quelqu'un qui travaille à l'IGPN, d'un policier qui me dit bonjour, c'est quand même extraordinaire, une institution, la police est malade, elle a certainement des problèmes de recrutement, de formation et autres à régler, mais c'est le thermomètre de l'IGPN qu'on doit réformer ou casser. Absolument, on veut. Donc, ça n'engage que cette personne, mais c'est vrai que accuser l'IGPN d'être responsable de tous les maux, ça n'est pas la solution. Ce qui s'est passé dans le 17e samedi et qui est proprement scandaleux, il n'y a même pas matière à discuter. Je veux dire, bon, ces gens-là vont être jugés, ces policiers vont être jugés. Il n'y a même pas matière à discuter. Le travail de l'IGPN, c'est chaque année de recueillir, alors je ne sais pas le chiffre, des centaines de dossiers de policiers qui se comportent mal, 1500. Un peu plus, je crois. Voilà, 1500 dossiers de policiers qui se sont mal comportés ou auxquels des administrés, des citoyens ont quelque chose à reprocher, des signalements qui sont faits. L'IGPN fait des enquêtes et ces enquêtes font l'objet ou non d'un suivi judiciaire parallèlement au travail de l'IGPN. Des policiers sont sanctionnés, des policiers sont révoqués parfois, pas souvent. On des blâmes. 39. Combien? Pardon, Dominique, 39 je crois. Merci Bruno. 39 policiers révoqués cette année. Mes chiffres sont bons. J'ai mon avocat à côté de moi. Donc 39 policiers révoqués cette année. C'est une institution importante qui fait du boulot. Et je vous signale quand même, je vous rappelle quand même que les policiers, ceux du terrain, détestent l'IGPN, qu'ils appellent les bœufs, bœuf carotte, les bœufs parce que on met les gens au courbouillon et puis on les garde pendant des heures pour essayer d'obtenir quelque chose d'eux. Je parle des policiers. Donc voilà ce service qui est l'IGPN et qui est finalement qu'on met au cœur des problèmes de la police, mais qui finalement est un service qui bosse comme il peut avec les moyens qu'il a et qui très franchement n'est pas un service qui fait des cadeaux aux policiers. En tout cas, non, Madame Simonet, moi je vous dis comme. Alors vous êtes persuadé du contraire, pourquoi pas, mais c'est pas un service qui fait des cadeaux. Alors ensuite, la réforme de l'IGPN, si réforme il y a, eh bien, il faut peut-être lui adjoindre d'autres personnes qui viendraient, peut-être des politiques, peut-être des représentants d'associations, des gens extérieurs à la police, parce qu'effectivement, il y a un problème quand des policiers jugent des policiers. N'est-ce pas, vous reconnaissez? Mais bien sûr, non, mais je reconnais pas, Madame Simonet. Je dis juste que oui, effectivement, il faut améliorer les choses. Voilà, quoi, il faut trouver des solutions et que ce soit pas uniquement des policiers qui jugent des policiers. On va y revenir dans un instant. Merci pour ces précisions. Vous le savez, on suit tout cet après-midi sur BFM TV ces manifestations contre le projet de loi sécurité globale, en particulier son controversé article 24. Il prévoit de pénaliser la diffusion malveillante des images de policiers. Et donc, vous voyez ces images
images, notamment de la fin du cortège qui s'était lancé de Paris, cette marche des libertés qui a commencé à Place de la République en début d'après-midi. Des manifestants donc qui assistent à ces scènes de débordement qui ont lieu près du boulevard Beaumarchais. On retrouve Thomas Herman, je crois, sur place du côté de la place de la Bastille. Thomas Herman qui est sur place tout près de la place de la Bastille. Thomas, faites-nous un petit point de situation à 16h30 là sur ce qu'il se passe. Écoutez, ça se passe bien, ça converge tout doucement sur cette place de la Bastille. Vous le voyez, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont rassemblées. Je reviens sur ce point de tension. Je parle d'un point de tension parce que vraiment l'ensemble de la manifestation se déroule très bien. Point de tension qui a eu lieu peu avant 16h où certains individus, des casseurs, s'en sont pris aux forces de l'ordre, notamment avec des jets de projectiles. Les forces de l'ordre qui ont répliqué à l'aide de gaz lacrymogène. Plusieurs départs de feu ont eu lieu sur des camions de chantier. Les forces de l'ordre qui ont répliqué à l'aide de grenades désencerclantes, également de gaz lacrymogène, ce qui avait provoqué quelques mouvements de foule. Ça se situait près du boulevard, sur le boulevard Beaumarchais, à proximité de la place de la Bastille. Désormais, tout se passe bien. Et regardez ici, quand on arrive place de la Bastille, vous avez également un dispositif assez important. Vous le voyez, ces barrières anti-émeutes qui ont été dressées en amont de la manifestation pour bloquer l'ensemble des artères de cette place de la Bastille. Pour ceux qui souhaitent quitter la manifestation, il faudra emprunter uniquement la rue de Lyon. Ces gendarmes mobiles qui quadrillent l'ensemble de ces artères. Mais vous le voyez, ces manifestants, ils sont dans le calme et rassemblés sur cette place de la Bastille, lieu de fin de manifestation. Merci Thomas Herman pour ces images donc en direct de cette fin de cortège, place de la Bastille. Évidemment, on voit donc cette manifestation. Il y en a beaucoup d'autres sur tout le territoire français aujourd'hui dans différentes villes. Le contexte, il est assez particulier ces derniers jours. On en parle avec vous, Jérémy Brossard. Il y a donc cette loi, ce projet de loi qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y a eu ces revirements de Jean Castex sur la procédure de réécriture de l'article 24 qui pose pas mal de problèmes, qui suscite la polémique. Est-ce que ça fragilise l'exécutif, tout cela ? Oui, alors il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte parce qu'on s'y perd à force de commissions annoncées puis démenties par la suite. Au cœur de cette loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale cette semaine, il y a le fameux article 24. L'article 24 qui vise à punir d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € la diffusion dans un but malveillant d'images de policiers qui permettraient d'identifier ces policiers au cours d'une opération. Elle n'interdit donc pas de publier des vidéos, c'est ce qu'on précise, elle n'interdit pas la diffusion. Le gouvernement a déjà précisé un peu les choses parce que ça n'était pas aussi clair au départ. Le Premier ministre s'en est saisi en expliquant que la liberté de la presse n'était pas, on va dire, concernée par cette limitation et que le but manifeste de malveillant devait être précisé et démontré pour qu'il y ait effectivement une sanction en cas de diffusion de l'image d'un policier. Donc le gouvernement a dans un premier temps essayé de calmer, on va dire, la colère qui commençait à gronder juste avant le vote en première lecture, donc qui a eu lieu mardi dernier. Et puis sur ce sont arrivées deux affaires graves. L'une plus grave que l'autre. D'abord l'évacuation d'un camp de migrants assez musclé, on l'a vu lundi soir place de la République, avec des comportements de policiers qui prêtent effectivement à question. Et puis surtout le passage à tabac de Michel Zecler, le producteur de musique. Deux affaires donc qui ont finalement donné le sentiment que cet objectif du gouvernement, qui était d'empêcher la diffusion d'actions de policiers en opération, finalement n'était pas justifié et qu'au contraire, on avait besoin de pouvoir filmer ces opérations pour pouvoir dénoncer des dérives lorsqu'il y en avait. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que le ministre de l'Intérieur a navigué, on va dire, cette semaine, a tenté de justifier toujours cet article 24, et on le voit aujourd'hui avec la forte mobilisation. Alors c'est vrai qu'il y a quelques feux de voitures ou feux de quelques incendies qui sont certes regrettables, mais globalement c'est assez calme. Et ce qu'il faut retenir, je pense, pour l'instant, c'est le nombre de personnes qui sont dans la rue. On voit les images de Paris, mais on manifeste aussi dans les grandes villes de France, et ce qui montre qu'il y a
quand même une mobilisation qui est forte et qui dépasse, on va dire, les traditionnelles manifestations parisiennes. Donc il y a effectivement un contexte de l'affaire Zecler a clairement choqué l'opinion et c'est la raison pour laquelle le président de la République a dû intervenir indirectement hier, enfin en tout cas directement sur les réseaux sociaux, en demandant au gouvernement de se saisir effectivement d'une réforme, notamment concernant l'IGPN, on en parlait à l'instant, mais pas uniquement, aussi la lutte contre le racisme et les discriminations. Un mot, hein, vous parliez de l'affaire Michel Zecler concernant justement les 4 policiers, vous le savez, qui sont en garde à vue. On a appris il y a quelques instants que leur garde à vue avait été prolongée et peuvent donc courir jusqu'à maximum demain après-midi. Jérémy, vous évoquiez ces mobilisations un peu partout en France. On voit Paris, on va voir aussi Lyon, image de Lyon, regardez, avec une mobilisation importante cet après-midi également dans les rues de Lyon contre cette loi sécurité globale. Daniel Simonet, qu'est-ce qui vous gêne le plus? C'est cet article 24 ou c'est finalement la loi dans son ensemble? Oui, c'est la loi dans son ensemble. Après, il y a l'article 24 qui est essentiel parce que il est présenté comme une réponse après toute la mobilisation qu'il y a pu avoir contre les violences policières, la mobilisation contre le racisme dans la police, et la réponse de Darmanin a été, eh bien, à partir de maintenant, vous aurez plus le droit de publier des images et donc de les prendre. D'ailleurs, depuis une semaine, beaucoup de journalistes ont pu témoigner qu'en manifestation, ils se trouvaient empêchés avec des policiers qui les menaçaient en leur disant « mais à partir de maintenant, vous ne pouvez plus filmer ». Et donc on voit bien à un moment donné que la police, le message qu'elle reçoit, c'est bon, elle peut y aller. Vous savez, en ce moment, il y a une situation il faut bien mesurer dans quel contexte nous sommes. On est à un moment historique. Un moment historique où le pays peut basculer dans un régime autoritaire. La majorité macroniste est en train de se fissurer et finalement la force politique qui soutient le plus ce projet de loi et vient à la rescousse de la Macronie, c'est le Rassemblement national qui se félicite. Et vous avez parlé des événements de la place de la République, mais c'est aussi les événements qu'il y avait eu il y a une semaine après le démantèlement d'un camp de Saint-Denis où entre 500 et 1000 exilés n'avaient pas été mis à l'abri et sont depuis pourchassés dans les rues de Paris. Dès qu'ils essayent de dormir sous un pont, de dormir dans un coin, eh bien la police qui est là pour les réveiller, pour les chasser, et on leur fait faire le sale travail. Voilà la logique dans laquelle nous sommes et c'est contre tout cela, c'est-à-dire à la fois une loi liberticide, à la fois une politique répressive qui n'assume pas, au contraire, de répondre à la crise sociale et de mettre tout le monde à l'abri, que vous avez dans toutes les villes de France une mobilisation exemplaire. Parce que la République, elle s'exprime là à travers le peuple qui se soulève et qui décide de se mobiliser pour exiger le retrait de ce texte de loi. Et oui, la démission du préfet Lallement s'impose. Parce que les images sur ce pauvre responsable de studio d'enregistrement sont scandaleuses. Inacceptable. Ça n'est pas la police républicaine. C'est pas possible. Ces comportements-là, racistes et violents, mais Madame Simonet, ce qui est gênant dans vos propos, bon, c'est un peu la rhétorique de la France insoumise, je peux le comprendre. Enfin, non, je ne comprends pas. C'est de dire systématiquement violence policière, madame. C'est un mot générique qui ne veut rien dire. Comme le ministre qui voudrait. Mais non, mais je suis pas le ministre. Je suis rien du tout. Je suis un peu du rural. Je suis un petit maire du rural. C'est justement parce qu'on est attaché à la police républicaine. Mais non, madame, vous faites du tort en France, croyez-moi. Et si on veut justement qu'on arrête avec cette IGPN, c'est qu'on a le sentiment que l'IGPN, eh bien, joue un rôle plus de blanchiment. Moi, je vais vous dire. Non, pas de blanchiment. Ça n'est pas possible que ce soit des policiers qui contrôlent d'autres policiers. Et c'est valable pour toutes les administrations. Mais il y a des sanctions qui sont données, madame Simonet, vous le savez qu'il y a des sanctions. Je vais vous donner un exemple à la ville de Paris. Vous avez un énarque, par ailleurs, qui est dans l'administration de ce qui préfigurera la police municipale. Bon. Vous avez un agent qui estime être victime de discrimination et qui dit comment c'est possible. Cet énarque a un autocollant Front de Libération du Cochon, qui est un groupuscule d'extrême droite. Eh bien, comme c'est une inspection administrative interne qui a géré l'affaire, eh bien celui qui avait mis l'autocollant Front de Libération du Cochon a juste eu un blâme, parce qu'il a reconnu que c'était une blagounette, pendant que l'autre qui s'est plaint a été licencié. On voit bien que dans toutes les grosses administrations, et qui plus est dans la police, vous avez un effet systémique. Et donc il faut absolument mettre en place des autorités indépendantes pour l'ensemble des 3 fonctions publiques, pour que justement le contrôle soit réel et efficace. Bruno Pomar, vous-même, vous disiez que vous observiez une dégradation au sein de la police, des pratiques en tout cas policières, sans vouloir
généraliser, évidemment. Surtout pas, c'est ça qui est essentiel de rappeler, sans vouloir généraliser. Quel dysfonctionnement vous observez concrètement en tant qu'ancien policier du RAID et ancien CRS? Écoutez, moi, il y a d'abord le management. La police, un commissariat, une unité, tout ce qu'on peut trouver dans la police ou la gendarmerie, c'est pas une start-up. Ça se gère pas en termes de management comme une start-up. On est dans l'humain. Les policiers sont des humains. C'est les gens qui aiment les gens. Et on fait pas ce métier par hasard. Quand on est gardien de la paix, c'est un métier avec une vraie définition. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois qu'il y a un vrai travail d'abord sur la formation continue, où il va falloir l'intensifier, mais ça c'est dans les tuyaux, comme on dit. Et je pense qu'il y a des éléments concernant l'encadrement intermédiaire, où il y a vraiment quelque chose à faire. Mais encore une fois, ne tapons pas sur l'ensemble de la police et ne faisons pas une généralité. C'est pour ça, Madame Simonet, permettez-moi de vous le redire encore une fois, lorsque vous me parlez de violence policière, vous incriminez 300 000 gendarmes et policiers en disant ça. Et 300 000 gendarmes et policiers, vous savez que en France, il y a près de 3 millions... Est-ce que j'ai dit que les 300 000 gendarmes et policiers étaient responsables de violences policières? Non, monsieur. 3 millions d'interventions qui sont faites tous les ans. 3 millions, c'est pas une ou deux. Il y a des opérations, comme on l'a vu avec le comportement inadmissible de ces fonctionnaires de police, c'est quelques-unes, mais il y a quand même 3 millions d'interventions dont on ne parle pas sur les plateaux télé. Vous-même, vous n'en parlez pas. Mais par contre, effectivement, les gens déviants qui existent dans notre police, là, effectivement, tout le monde y saute dessus et dit « la police est violente ». Non, madame, la police n'est pas violente. Voilà, je suis navré de vous le dire. Et également en termes de racisme, je peux vous assurer, j'ai passé 36 ans, donc je connais un petit peu, et j'étais à la base. Je vous rassure, j'étais pas dans les hautes sphères, j'étais à la base. En ce moment, il est heureux d'ailleurs. Beaucoup de policiers se mettent à parler pour dénoncer le racisme dans la police. Oui, mais il y en a 300 000, c'est pas 300 000. C'est bien la preuve que vous avez donc des policiers qui ne sont pas d'accord avec cela. Mais la question du racisme systémique dans la police, comme le présente le défenseur des droits, eh bien, je regrette, mais en aucun cas la loi sécurité globale y répond. Bien au contraire. C'est le code de déontologie, ça s'appelle. Les pires éléments se sentent lâchés. Voilà pourquoi on a eu cette accélération cette semaine avec ces différents faits. On revoit ces images toujours en direct, donc dans le cortège parisien, pas très loin de la place de la Bastille, avec ces effectifs de police qui sont déployés. Ce sont des braves, là. Oui. Qui ont retiré leur casque. Oui, tout à fait. Voilà, ils sont en position un petit peu statique avec les pompiers sur la droite qui sont en train d'éteindre cet incendie sur cette voiture. Non, ici, c'est peut-être compagnie de sécurisation et d'intervention. Alors les braves, on le rappelle, une brigade de répression des actions violentes qui interviennent notamment pour les interpellations d'individus qu'on a eu l'habitude. Attention, pas pour les manifestants. Ils sont pas là pour les manifestants, les individus qui causent des violences qu'on a vues souvent pendant les manifestations. Ces unités sont très mobilisées et ça permet d'aller au contact pas des manifestants, pardon, mais des groupuscules qui viennent mettre la zizanie dans les manifestations. Jérémy Brossard, un mot aussi sur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est lui qui a tenu à mettre cet article 24 dans cette proposition de loi à sécurité globale. Aujourd'hui, est-ce qu'il est sur la sellette ? Alors c'est sans doute peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'il est fragilisé parce que il a insisté effectivement sur cet article 24. Il s'est un peu arc-bouté dessus. Il a commis aussi certaines maladresses lorsqu'il a évoqué la nécessité de flouter les images. Il est ensuite revenu dessus. Il a évoqué la nécessité pour la presse de s'accréditer auprès de la préfecture de police de Paris, chose sur laquelle effectivement il est revenu également dessus. Donc il est fragilisé, ça c'est certain. Il y a eu des échanges cette semaine avec le président de la République. Il a encore le président de la République. Malgré tout. Il a encore le soutien du président. Oui, alors vous savez, dans ces cas-là, on a le soutien tant que jusqu'au jour où le coup près tombe et où on ne l'a plus. En tout cas, il y a la volonté du côté de l'Élysée, et le message a été passé au ministère de l'Intérieur cette semaine, de jouer l'apaisement, d'essayer de calmer les choses, de ramener du débat et d'avancer, d'où cette demande hier du président de la République qu'il y ait des propositions qui lui soient faites pour qu'il y ait des réformes. On a vu hier dans le texte publié par le président de la République une volonté d'équilibre, en expliquant que les Français doivent être exemplaires avec les forces de police, mais que les forces de police doivent être également exemplaires. Il insiste évidemment sur les valeurs républicaines, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Donc c'est vrai qu'on a un président de la République qui est un peu en difficulté, aussi contraint d'intervenir politiquement, avec un ministre de l'Intérieur qui a beaucoup fait entendre sa voix, qui, on le sait, est issu de
de la droite qui finalement arrime une partie de l'électorat de droite, on va dire, à la Macronie, au bloc majoritaire. Mais c'est vrai que les événements de ces derniers jours ont fissuré, d'une certaine manière, une majorité qui, on le rappellera, est assez hétéroclite, et des voix s'élèvent au sein de la majorité, parmi les députés notamment, pour considérer que là, le ministre de l'Intérieur s'y prend va trop loin d'une certaine manière, et considère qu'il met de l'huile sur le feu. Il va être sous pression, il l'a été toute cette semaine, il le sera encore, Gérald Darmanin. Il est entendu par la commission des lois à l'Assemblée nationale dès lundi soir, et puis on attend évidemment les propositions qui seront faites au président de la République. Mais c'est vrai qu'on le présentait comme l'atout fort de cette fin de quinquennat, sur une thématique régalienne sur laquelle le président de la République n'est pas véritablement identifié. Là, c'est vrai que depuis une semaine, il est clairement fragilisé. Sur la sellette, pour répondre à votre question, pas encore sans doute, mais en tout cas, il faudra que les choses se rétablissent et que politiquement, l'exécutif et le président de la République réussissent à reprendre la main pour faire en sorte que les choses avancent et que Gérald Darmanin puisse évidemment rester à sa place. Il est 16h45 et les mobilisations se poursuivent un peu partout en France, dans les grandes villes, à l'encontre de ce projet de loi sécurité globale. À Paris, la manifestation se poursuit en direction de la place de la Bastille, où les dernières personnes se rendent actuellement. Antoine Lard, vous êtes sur ce trajet, tout près du point d'arrivée de la place de la Bastille. Comment se passent ces dernières arrivées ? Eh bien, vous le voyez, le cortège a repris sa marche en avant ici. On est à 150-200 mètres de la place de la Bastille, du point d'arrivée, et les débordements qui ont eu lieu à l'endroit où je me trouve, finalement, ont été très limités. Pendant une demi-heure, on a vu des casseurs se constituer en black bloc. Ces personnes ont incendié des cabanes de chantier, ainsi que 2 véhicules. Mais vous le voyez, les pompiers ont finalement réussi à accéder à la zone pour éteindre ces incendies. Et le cortège, surtout, a repris sa marche. Il y avait très clairement ici la volonté des manifestants pacifistes de ne pas se laisser confisquer la manifestation par une poignée d'ultras qui, évidemment, ne sont pas du tout représentatifs de l'état d'esprit ici de cette manifestation qui s'est globalement, à part donc ces incidents qui ont duré pendant une demi-heure, s'est déroulé dans le calme avec des gens de tous les âges qui étaient présents ici dans cette manifestation. D'abord donc pour dénoncer la loi de sécurité globale, et en particulier l'article 24, celui qui empêche, ou en tout cas rend très difficile, le fait de filmer des policiers lorsqu'ils sont en intervention. Mobilisés contre ça, il y avait notamment des ONG comme la Ligue des droits de l'homme ou des associations de journalistes. Et puis plus globalement, les personnes ici sont venues aujourd'hui pour manifester contre les violences policières. C'est vrai que les derniers événements, avec le tabassage notamment du producteur de musique dans le 17e arrondissement, a marqué les esprits ici. On a vu des pancartes notamment justice pour Michel, du nom donc de ce producteur de musique. Et puis il y avait également dans le cortège Assa Traoré, qui est un petit peu le symbole de la lutte contre les violences policières. Assa Traoré, dont le frère, on le rappelle, avait été mort au cours d'une interpellation très musclée par les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Antoine Lard, dans ce cortège parisien. Bruno Pomar, je voulais juste revenir avec vous sur la lettre qui a été envoyée par le préfet de police Didier Lallement à ses troupes, avec un ton assez ferme. Ne trahissez jamais votre engagement, ne déviez pas de la ligne républicaine. Il a bien fait, selon vous, de rappeler un peu à l'ordre tout le monde ? Écoutez, c'est le préfet de police, c'est la moindre des choses, évidemment. C'est des mots, ça reste que des mots, évidemment, mais c'est bien de l'avoir dit. C'est la déontologie, tout simplement, les règles de déontologie de la police. Si vous prenez en détail tous les articles, il y a des règles à respecter, et la police se doit de les respecter. Donc, la moindre des choses, c'était de le dire. Alors, maintenant, quant à l'Allemand, j'entendais tout le monde crier à sa démission. Je pense que le problème ne va pas se régler en limogeant l'Allemand. Très sincèrement, le problème est beaucoup plus profond. Il y a un vrai travail à faire de rénovation de la police. Ça se fait, c'est en cours, et j'espère que, évidemment, ça servira la cause des policiers qui sont sur le terrain tous les jours et qui nous défendent. Dominique Rizet, il y a aussi cet artiste dont on parle en ce moment, ce producteur Michel Zecler, donc qui a été agressé par des policiers dans son studio. L'IGPN est saisi de l'enquête, elle est en cours. Cet homme, il a publié sur le réseau social Instagram un message de remerciement tout d'abord aux personnes qui l'ont soutenu. Il dit que les images parlent d'elles-mêmes, il ne veut pas les commenter, c'est un homme de peu de mots, c'est ce qu'il dit. Mais tout de même, il y a une phrase importante, c'est qu'il dit qu'il réclame qu'aucune violence ni
ni aucun amalgame ne soit fait en son nom. Et ça, c'est important de le rappeler aussi dans le contexte actuel et de ces manifestations. Absolument. Hein. Ce message, il est sur Instagram. C'est Sarah Lou Cohen qui nous l'a envoyé, qui l'a vu. Je sens bien que mon cas est peut-être, c'est ce que dit Michel Zecler, ce qu'il écrit. Je sens bien que mon cas est peut-être la goutte de trop pour beaucoup d'entre vous. Je réclame qu'aucune violence ni aucun amalgame ne soit fait en mon nom. Les faits sont graves. Ma réponse sera froide mais résolue. Les entailles les plus profondes ne sont pas forcément celles qui se voient. Elles mettront du temps à se refermer. Merci de respecter l'intimité de mes proches et de ma famille. Voilà. Un message d'apaisement. Hein. Je vous rappelle que dans une autre affaire qu'on avait beaucoup traitée ici sur le plateau de BFM TV, l'affaire Théo, Théo Louaka, ce jeune homme qui avait été brutalisé par des policiers et qui est blessé, donc qui fait l'objet maintenant d'une infirmité permanente. Les 4 policiers vont passer aux assises. Eh bien, la famille de Théo Louaka avait aussi appelé à l'apaisement. Le père et la mère, les frères, les sœurs, Éléonore, Michael, Grégory, toute la famille de Théo Louaka avait demandé à chacun de laisser la justice faire son travail, prendre son temps. Et aujourd'hui, l'affaire arrive aux assises. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu on a un peu oublié l'affaire Théo, où on a peut-être voulu salir la famille Louaka au travers d'autres affaires, une affaire d'abus de biens sociaux qui va être jugée. Mais voilà, c'est important que la justice se fasse. Et en l'occurrence, des policiers qui vont aux assises, je vous rappelle que c'est les assises parce que l'infirmité de Théo est une infirmité permanente, l'infirmité provoquée par la pénétration de la matraque. Et donc des policiers qui vont aux assises, ça arrive et ça va se produire. Et ça va se produire en pleine affaire Michel Zecler. Et effectivement, ça va attirer encore une fois l'attention sur cette urgence qu'il y a à faire bouger la maison de police, notamment la formation, peut-être aussi l'IGPN, dans des proportions qui sont importantes et qu'il va falloir revoir. Mais le projecteur est braqué sur la police, effectivement. Il est important, effectivement, ce message d'apaisement de Michel Zecler. On peut retenir de cet après-midi de mobilisation quelques tensions, on le disait, légères tensions malgré tout. Et cette forte mobilisation, Daniel Simonet, on l'a constaté à Paris, mais également dans d'autres villes de France. Est-ce que ça suffira à retirer cette loi? Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un retour en arrière de la part de l'exécutif? Alors d'abord, c'est une grande fierté de voir cette mobilisation partout en France. Il faut savoir que là, en ce moment, à Paris, alors que tout le monde n'a pas encore pu quitter la place de la République, Bastille est pleine à craquer. Donc on est vraiment sur une mobilisation historique. Et comme vous l'avez dit, cette mobilisation, elle existe aussi partout en France, dans toutes les grandes villes. Donc on a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer dans le pays, parce que les citoyens, les citoyennes sont conscients qu'on est à un tournant et qu'il ne faut pas accepter cette accélération autoritaire imposée par Emmanuel Macron. Est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui va suffire ou est-ce qu'il en faudra de nouvelles? Ça, je ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, est-ce que Macron va entendre et va assumer de faire retirer ce projet de loi sécurité globale ou il faudra à nouveau continuer les rapports de force le temps que la loi passe au Sénat, qu'elle revienne à l'Assemblée? En tous les cas, il faut continuer avec une détermination très forte. Et dans la manifestation, il y avait aussi beaucoup la revendication de la démission du préfet l'allemand, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a un souvenir. Je veux dire, le préfet l'allemand, c'est quand même le préfet qui a été celui qui a défendu une stratégie d'escalade de la violence dans les opérations de maintien de l'ordre des manifestations, notamment des Gilets jaunes. On lui doit 32 éborgnés, 5 mains arrachées, 1000 Gilets jaunes condamnés à de la prison ferme, 90 perquisitions contre les décrocheurs de portraits. Enfin, je veux dire, les policiers aussi, ça a été une stratégie de la part. Oui, mais ça a été une stratégie de la part du préfet d'être dans l'escalade de la violence au lieu d'être dans la désescalade. Nous sommes profondément non violents. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le message de Michel. J'arrive jamais à Zecler, voilà, de Michel Zecler, parce que dès le début, le message qu'il a donné, c'est de dire d'abord toute la trouille qu'il a pu avoir, parce que, il pensait quand même au point de départ que c'était pas des policiers, tellement c'était violent et totalement injustifié
injustifiée, avec en plus les propos racistes. Et malgré tout, après avoir subi tout cela, il a dit, ben voilà, mes amis, j'ai des amis policiers, je sais que eux, ils ne se comportent pas de cette manière-là. Et il vient de redonner un message de, finalement, à la fois d'encouragement à la détermination, mais la détermination de manière pacifique. Et je pense que c'est aussi la démonstration d'aujourd'hui, parce que vous montrez 2 points ou de débordement, mais globalement, vu le monde qu'il y avait à Paris, dans toute la France, c'est une magnifique démonstration pacifique du peuple qui est attaché à ses libertés. Donc voilà, le bras de fer continue. J'espère qu'on va gagner, voilà, mais ce sera déterminant. Voilà. Mais sinon, voilà, il faut que ça puisse aboutir là, parce que c'est inacceptable. Le monde entier nous regarde. Et pour le monde entier, nous regarde et se disent, le pays des Lumières bascule dans les ténèbres. Madame Simonet, il faut que les politiques fassent preuve d'apaisement. Merci à la France Insoumise de le faire. C'est la détermination, monsieur. Moi, je suis profondément pacifique. Si vous avez envie que je vous le redise, je le redis. Mais je suis déterminé et nous sommes déterminés. Parce qu'il ne faut pas accepter qu'on remette en cause la liberté de la presse, qu'on remette en cause la liberté des citoyens de pouvoir filmer, parce que sinon, les violences policières, policiers, Madame Simonet aussi, et que les jeunes des quartiers populaires les subissent depuis des décennies, ça ne peut plus suffire. Et oui, il faut une refondation de la police républicaine, y compris dans l'intérêt de la police, pour que justement le fonctionnement change profondément. Merci à tous. Merci d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci Danielle Simonet, conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Merci Jérémy Brossard du service politique de BFM TV. Merci Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. Et merci également à Bruno Pomar, ancien CRS et spécialiste des questions de sécurité. Dans un instant, vous retrouverez Ronald Guintranche pour 7 jours BFM TV. Mais on continue de suivre évidemment toute cet après-midi ces manifestations à Paris, mais ailleurs également dans les grandes villes de France. Et à Paris, on vous retrouve Antoine Eulard pour suivre la situation, puisque le cortège est arrivé maintenant à la place de la Bastille. Comment se déroule la suite de cette mobilisation ? Oui, et de nouveaux débordements ont lieu en ce moment, ou viennent de se tenir en tout cas ici à 50-100 mètres même pas de la place de la Bastille. Il y a un magasin de motos qui a été vandalisé, la vitrine a été fracassée, brisée, des individus sont entrés à l'intérieur, ils en ont ressorti une moto qu'ils ont incendiée, et c'est cette moto qui est en train de brûler en ce moment. Alors tout cela dans un contexte de quelques tensions qui ont émaillé la fin du parcours, lorsqu'un black bloc s'est constitué à 300 mètres de l'arrivée. Il y a eu d'autres incendies qui ont été faits. Donc 2 véhicules incendiés, des cabanes de chantier également, des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre qui étaient entrés dans les rues perpendiculaires. Tout ça n'a pas duré très longtemps finalement, puisque le cortège reprendre sa route. Vous le voyez d'ailleurs, le cortège qui continue malgré donc les débordements qui ont lieu en marge. Il y a très clairement une volonté ici des manifestants pacifistes de ne pas se laisser confisquer la manifestation par une poignée de casseurs. Et du coup, le cortège continue et cette foule entre République donc de confisquer cette manifestation.